Écoutez, engagé, je dirais même des fois enragé, parce que les gens sont pas conscients à quel point il faut se battre. C'est un réseau qui va pas bien. On a des enjeux, c'est sous-financé. Vous le savez, là, on entend les grandes listes d'attente, la pénurie de personnel, puis les gens sont pas conscients à quel point on a la passion puis la rage de bien les traiter, parce que c'était nouveau. Puis il fallait que ça passe par des comités de conformité, puis il fallait remplir des formulaires, puis là, ça montait d'un comité à l'autre, puis il fallait que quelqu'un approuve, puis on leur disait, depuis 9 mois qu'on a fait la demande, vous auriez sauvé des centaines de milliers de dollars. C'est malade, c'est vraiment malade. Je suis content de vous retrouver pour un autre épisode du balado C'est malade qui est présenté par la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Je m'appelle Pierre-Yves. Beaucoup de plaisir à vous retrouver. Je parle avec Dr Karine, Dr Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes des médecins spécialistes, radiologistes, psychiatres. Et je dirais aussi qu'en marge de votre travail de médecin spécialiste, je sens en tout cas chez vous beaucoup d'implication des conseils d'administration de vos fédérations respectives et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Vous connaissez ça, DCA, vous en avez fait un puis un autre. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans la profession au-delà des soins que vous pratiquez? Pour la santé mentale, je pense qu'on s'en va dans un mur. Donc, si tout ce que je fais, c'est que je soigne seulement le patient qui est devant moi, bien, il y en a 25 autres qui attendent pour lesquels il n'y a pas de soins disponibles. Donc, pour moi, l'implication, c'est une façon d'améliorer le réseau et aussi d'aider le gouvernement à prendre des positions qui peuvent aider la santé mentale de la population. Donc, c'est de prendre le constat que notre société est de plus en plus malade, pas juste notre balado, là. Et si on ne change pas un petit peu les mœurs, on ne change pas la façon de penser de notre santé physique et mentale, bien, on s'en va dans un mur. Donc, pour moi, c'est important et d'avoir le patient devant moi, et j'ai beaucoup de gratification avec ça, mais aussi d'avoir la possibilité de faire des changements sociaux qui vont faire en sorte que la population, les générations qui vont suivre, vont avoir des meilleures conditions pour leur santé mentale. Ça, Vincent, il n'y a personne qui vous oblige à faire ça. Je veux dire, à partir du moment où vous prêtez serment, ça ne dit pas hey, vous allez, dans une perspective plus large, essayer de mobiliser, essayer de faire avancer l'écosystème. C'est vraiment un désir personnel et c'est une pulsion que vous avez de vouloir faire une différence. Oui, je dirais que dans mon cas, ça a été l'amour de la médecine. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et puis on dirait qu'on donne des soins aux patients, on développe notre spécialité, puis on veut faire le mieux possible, mais on se rend compte qu'il y a des aspects autour de la médecine. Il y a de l'enseignement, de la recherche, des présentations scientifiques. Alors, on peut se contenter de donner des soins, c'est parfait, c'est très bien, mais dans mon cas, je voulais explorer les autres aspects qui faisaient en sorte qu'on se pousse, on se challenge, on veut aller au bout, on veut aller au top de la montagne, on veut être capable de traiter tous les patients sans les référer parce qu'on veut vraiment aller au bout des choses. Alors, c'est ça qui m'a poussé à m'investir dans d'autres aspects. Au début, c'était beaucoup académique, scientifique, mais par la suite, tu te rends compte que si tu ne t'impliques pas dans l'organisation, ta spécialité stagne un petit peu parce que tu dépends des ressources. Alors, il faut que tu te bagarres avec l'administration, à l'époque avec l'agence, avec la haute direction pour avoir du matériel nouveau parce que c'est extrêmement... On dépend beaucoup de la technologie, de l'évolution des nouvelles technologies. Donc, pour pouvoir avancer, il faut se battre pour avoir ces outils-là. Il faut avoir des ressources, il faut avoir de l'équipement, etc. Fait que tranquillement, tu t'impliques, puis là, tu prends des postes un peu de direction ou de décision, chef de département, puis après ça, tu t'impliques dans la présidence de ton association pour justement promouvoir, dans le fond, le rôle du médecin dans le réseau. Mais à la base, c'est l'amour de la médecine, puis de pouvoir traiter nos patients avec la dernière technologie, avec de la meilleure façon possible sur la planète. Comment un patient, je dis, tout le monde est différent, mais comment un patient régulier réagit à son premier contact avec un médecin spécialiste?
Puis pas que j'ai envie de le ramener à moi, mais je me suis déjà dit, ah mon Dieu, mais c'est un médecin spécialiste. Il y a beaucoup de connaissances. J'ai envie de poser beaucoup de questions, mais en même temps, je suis un petit peu intimidé parce que j'ai peur que ce qu'il va me dire, j'ai peut-être pas nécessairement le lexique ou les connaissances pour bien comprendre. Est-ce que c'est répandu comme espèce d'appréhension face à un médecin spécialiste? C'est vrai que ça dépend probablement du médecin spécialiste et ça dépend de la profession et dans quel contexte les patients arrivent. C'est sûr qu'un patient qui me voit pour la première fois à l'urgence parce qu'il est amené par les policiers, parce qu'il est en état de délire, il pense que sa famille a été remplacée par des sosies puis qu'il y a toute une conspiration pour lui mettre des bâtons dans les roues puis amené par la police. Son contact avec le psychiatre, le médecin spécialiste est très différent de quelqu'un qui me voit en clinique externe, qui vient parce qu'ils ont un questionnement identitaire et puis, tu sais, ils cherchent de l'aide. Est-ce qu'on peut être impressionnant? Peut-être, mais je pense que ça fait aussi partie de l'art de la médecine de rencontrer le patient là où il est et puis de lui expliquer les choses au niveau qu'il peut comprendre. Donc, moi, je crois beaucoup en l'autonomie des patients et leur capacité de savoir ce qu'ils ont besoin et de le revendiquer et d'aller le chercher. Donc, pour moi, c'est important, par exemple, que les patients savent quels médicaments ils prennent, à quelle dose. C'est important qu'ils savent, si je les réfère en thérapie, quelle sorte de thérapie je les réfère et pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont aller travailler dans cette thérapie-là pour qu'ils aient des attentes réalistes et pour qu'ils soient vraiment partenaires de soins. Donc, je pense que ça fait partie aussi de l'art de la médecine de parler au niveau de langage de la personne qui est devant toi. J'ai des patients qui sont très sophistiqués pour qui je leur donne beaucoup de latitude par rapport à leur médication. Et, je sais qu'ils comprennent quel médicament sert à quoi et je les outille à être capables d'altérer leur dose eux-mêmes, de ne pas dépendre de moi. J'ai d'autres patients qui ont besoin que je leur dise systématiquement c'est telle affaire, on ne déroge pas. Donc, je pense que ça fait partie aussi de l'art de la médecine, là, de savoir qui est la personne devant toi et comment tu peux lui servir le mieux. Parmi vos spécialités, il y a dans la radiologie ce qu'on appelle la radiologie invasive. Ça m'a intéressé parce que, honnêtement, j'avais aucune idée c'est quoi. Puis tantôt, quand on se parlait avant de commencer l'enregistrement de C'est Malade, c'est quoi de la radiologie invasive? Est-ce que les gens ont une curiosité? J'ai pas l'impression là, que si on joue à la guerre des clans, là, que 90% des Québécois pourraient nous expliquer ce qu'est la radiologie invasive sans faire un cours là-dessus. Pourriez-vous m'expliquer en partie ce que c'est? Oui, en fait, c'est très méconnu. Je pense que le grand public ne sait pas c'est quoi de la radiologie d'intervention. En fait, la radiologie invasive, on peut appeler ça comme ça parce que c'est plus invasif que tout simplement contempler des images, mais on peut appeler ça aussi de la radiologie de l'intervention. Dans le fond, c'est de faire des gestes thérapeutiques et guidés par des techniques d'imagerie. Donc, évidemment, on a une formation de radiologiste parce que faut connaître les images, dans le fond, qui représentent l'anatomie des patients. Mais au lieu de les interpréter, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de ça pour guider nos gestes. Alors, par exemple, dilater des vaisseaux, par exemple, guider notre cathéter jusque dans un organe comme, par exemple, le foie, où on veut donner de la chimiothérapie très dirigée. Bloquer des hémorragies des patients qui se présentent sur les gardes le soir ou la nuit, qui saignent, soit de son appareil digestif, soit de ses poumons. Bien, on va dans ces organes-là, dans le bon vaisseau, puis on injecte dans ces vaisseaux des billes, par exemple, qui cessent le saignement. Alors, c'est vraiment de l'intervention basée sur de l'imagerie. Puis, vous parliez tantôt du contact avec le patient. On a quelques patients qu'on suit parce qu'on leur fait des interventions régulières, mais la grande majorité sont référés par un autre médecin, souvent un spécialiste, pour faire une intervention précise. Donc, on n'a pas le genre de relation entre le patient et le médecin qu'ils ont quand ils font de la clinique, comme par exemple Karine, ce qu'elle décrivait. Nous, c'est très ponctuel. Le challenge, c'est de rentrer puis d'établir un contact puis un lien de confiance. Parce que tu n'as pas de temps. Tu vois ton patient et tu te dis,
bonjour monsieur, madame, aujourd'hui on va vous poser un cathéter pour votre chimiothérapie, puis voici. Alors, ils ne nous connaissent pas au début. Souvent, ils disent, je ne savais pas que c'était un radiologiste qui faisait ça. T'sais. Alors, on leur explique, oui, c'est nous qui faisons ça, etc. Puis, on va vous expliquer comment ça va se passer. Puis, en quelques secondes, il faut que tu établisses le lien pour que le patient, disons, pas s'abandonne, mais qu'il te fasse confiance et puis qu'il puisse être partenaire dans cette intervention-là parce qu'on ne les endort pas et on leur donne des médicaments des fois qui les rend un petit peu plus relax, mais on a besoin qu'ils collaborent avec nous. Donc, c'est un challenge. Puis, je pense que les relations humaines, que ce soit pour nous, pour des cliniciens, pour tout le monde, c'est la base de la médecine. Les relations humaines, la capacité de rentrer dans une relation de confiance avec le patient, ça, c'est à la base de la médecine. Est-ce que les gens sont reconnaissants? Les fois dans ma vie où j'ai eu affaire à des médecins spécialistes, que ce soit pour moi, enfants, parents, famille, je suis comme... Au moins, on peut se sentir seul dans la maladie ou dans les problèmes, puis de sentir que quelqu'un est un chercheur, une éminence, une sommité dans son domaine, ben il y a quelque chose de rassurant. On va se mettre au travail, mais ça me rassure. Sentez-vous que les patients sont reconnaissants de pouvoir avoir accès à votre savoir et votre désir de les aider? Dans vos carrières respectives, là, je vous demande pas de vous vanter, là, juste dans le partage, avez-vous en tête un moment où vous sentez bien humblement que vous avez fait la différence avec vos équipes sur la vie de quelqu'un, d'une famille? Moi, j'ai eu la chance de fêter les 25 ans de notre clinique spécialisée. Et dans le contexte de ces 25 ans-là, on a eu des anciens stagiaires qui sont venus témoigner, on a eu des patients qui sont venus et des parents qui sont venus. Et je vous raconte l'anecdote parce que je ne savais pas ce que les gens allaient venir dire. Mais j'avais un jeune adulte qui a essentiellement dit qu'on lui a sauvé la vie, qu'on l'a soutenu à un moment où sa famille n'était pas là, où il était vraiment seul au monde et la clinique, c'était vraiment ce qui l'a sauvé. Et à côté de ça, on avait un père de famille qui dit, vous avez, pas le père de ce jeune-là, le père d'un autre, qui dit, vous nous avez accompagné notre famille pour qu'on puisse accompagner notre jeune, pour qu'on puisse lui sauver la vie. Et ce qui a été super touchant pour moi, c'était de voir le père et l'autre jeune connectés ensemble. Puis il y avait comme un moment de... Tu sais, le jeune qui disait, j'aurais aimé que ça soit toi, mon père. Puis le père dire, j'aurais aimé que ton père soit là pour toi comme j'ai pu l'être. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est vrai que, tu sais, on s'est battu pour bâtir cette clinique-là, pour la financer, pour y mettre... J'ai un personnel vraiment extraordinaire dans la clinique. Et puis, on travaille avec une patientèle qui est parfois complexe, parfois difficile, que d'autres psychiatres ne veulent pas traiter. Mais c'est des moments comme ça où je me dis, OK, wow, on a fait une différence. Puis je vous partage un petit secret aussi. Quand j'ai des moments de découragement, ça arrive des fois que des patients nous donnent des cartes. Tu sais, une bouteille de vin à Noël ou les gens savent que je ne bois pas d'alcool, fait que souvent c'est une boîte de chocolat, mais souvent il y a une petite carte avec ça. Et moi, toutes ces cartes-là, depuis 25 ans, je les ai toutes gardées. Je les ai dans une filière. Puis quand je viens un petit peu découragée du quotidien, puis que je me dis, c'est dur, la bataille est dure, on n'arrive pas à faire ce qu'on a besoin, je ressors ma filière, puis je regarde une coupe de cartes. Puis là, je me dis, OK, c'est pour ça que je fais ça. Wow. Moi, oui, en fait, j'en ai deux moments qui m'ont marqué. Le premier, c'est un patient qui s'était fait opérer pour un cancer dans le thorax et puis qu'il avait développé un trou entre son aorte, qui est le gros vaisseau qui pompe le sang, et son œsophage, qui est le tuyau pour avaler, puis il saignait par la bouche de façon très abondante, puis ça faisait 2 fois qu'il réopérait, puis il n'arrivait pas à en venir à bout. Puis on s'est mis plusieurs équipes ensemble, puis on s'est dit, on va lui proposer une solution. Puis dans le fond, on a fabriqué ce qu'on appelle une prothèse couverte. Là, on a pris un morceau de greffon au bloc opératoire qu'on a cousu sur une prothèse.
puis on lui a inséré ça par laine à plusieurs équipes, et puis on l'a sauvé. Puis c'est une technologie qui n'existait pas à l'époque. Fait que ça a été un beau travail de plusieurs équipes qui ont fait la différence chez un jeune patient qui a survécu suite à ça. Puis une autre, il n'y avait pas de radiologie d'intervention à l'hôpital Pierre-Boucher. Puis j'ai un de mes amis gynécologues, une jeune patiente qui avait accouché puis qui saignait après son accouchement. Puis il n'arrivait pas à en venir à bout. Il l'avait opéré plusieurs fois. Puis il savait que je faisais de la radiologie d'intervention. Puis la seule façon qu'il arrivait à la faire arrêter de saigner, c'est de mettre une pince sur le col. Parce qu'aussitôt qu'il enlevait la pince, ça saignait. Alors, il est arrivé en ambulance avec la patiente, en tenant la pince, jusque dans notre salle d'intervention. Puis on est arrivé, puis finalement, par l'intérieur des vaisseaux, on a bloqué le vaisseau qui saignait avec de la colle. Et puis, finalement, la patiente a survécu, puis je l'ai revue plusieurs mois plus tard. Et puis là, je me suis dit, ben, tu sais, si on n'était pas intervenu, la patiente serait morte là, parce qu'ils étaient au bout de leur option. Fait que ça, c'est 2 moments qui font en sorte que tu te dis, ben, c'est pour ça que je fais mon travail. Fait que vous diriez que vous êtes des médecins spécialistes un peu militants. C'est-à-dire qu'au-delà de soigner des gens, vous désirez faire avancer la médecine, le service, améliorer le système, en comprendre ses failles, ses forces pour que tout le monde puisse mieux travailler ensemble et qu'on avance collectivement. Pour vous, c'est un moteur. Ça fait partie des raisons pour lesquelles vous vous levez le matin. Écoutez, engagé, je dirais même des fois enragé, parce que les gens ne sont pas conscients à quel point il faut se battre. C'est un réseau qui va pas bien. On a des enjeux, c'est sous-financé. Vous le savez, là, on entend les grandes listes d'attente, la pénurie de personnel. Puis, moi, je suis un petit peu plus vieux que Karine. Là, je suis dans ma 35e année de pratique, mais depuis le début de ma pratique, ça n'a pas cessé de se détériorer. Il faut dire que la population vieillit, la demande est beaucoup plus grande qu'avant, mais les ressources n'ont pas suivi. Alors, nous, on se bat là-dedans pour donner des soins, puis les gens ne sont pas conscients à quel point on a la passion puis la rage de bien les traiter. Puis quand ils sont sous nos soins puis qu'on ne peut pas les traiter au mieux de ce qu'on pourrait, c'est extrêmement, disons, soit que ça peut être décourageant ou très motivant pour se dépasser puis dire, regarde, on laissera pas faire ça, puis on va se bagarrer parce qu'il y a de la lourdeur, il y a de la bureaucratie, il y a des comités, on veut changer une petite façon de faire, il faut changer un formulaire, puis là, ça passe à un comité de formulaire, puis ça prend des mois et des mois. Ça, c'est très frustrant. Alors, ça prend de l'énergie pour combattre ça. On a du courant de face. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est que le patient puisse avoir le meilleur soin possible. Puis ça prend beaucoup d'énergie et de passion. Je vous dirais, c'est aussi ce qui est épuisant, c'est de savoir... Moi, j'ai travaillé 25 ans aux urgences psychiatriques et ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Et j'ai arrêté en grosse partie, à cause de la détresse morale que ça engendrait à tous les jours. Parce qu'il y avait 10, 12 patients qui arrivaient aux urgences. Les patients restent 5, 6, 7 jours à l'urgence avant d'avoir accès à un lit en haut. C'est pas humain. L'urgence, c'est pas un endroit où on se rétablit d'une maladie mentale. Ou d'avoir un jeune qui arrive, puis je dis, c'est bon, il est déprimé, il est triste parce que là, il vient de se séparer de sa blonde, puis là, il a des idées suicidaires. Puis, il aurait besoin d'une bonne psychothérapie là, pour comprendre que ce fille-là, c'est pas la seule fille dans sa vie, puis qu'il tire les leçons qu'il a tirées de ça, puis qu'il se remette, puis qu'il se refasse, puis qu'il sente qu'il est aimé, il est aimable, qu'il a de la valeur, puis qu'il va en trouver une autre blonde un jour. J'aurais juste besoin là, de 6-7 sessions avec un bon psychologue. Puis je sais pertinemment que dans le réseau, il n'y aura pas accès à ça. Fait que je fais de mon mieux avec lui dans la rencontre que j'ai pour essayer de le pister comme il faut. Mais c'est ce bout-là qui est décourageant. C'est de savoir qu'il y a des gens qui ont besoin des lits à l'interne puis qui ne sont pas là. Il y a des gens qui ont besoin de la psychothérapie à l'externe. Ou un autre qui est autiste, qui arrive puis qui a fini sa formation académique. Mais là,
il n'arrive pas à trouver de job, fait qu'il est à la maison, puis il déprime, puis il est assis sur son sofa ou encore pire dans son lit. Puis il aurait besoin d'un ergothérapeute pour l'aider à se sortir de ça, à se créer une routine de vie. Je peux bien lui donner des médicaments, mais tant qu'on ne change pas sa routine de vie, puis c'est ça qui coûte cher dans le système, c'est les intervenants, en tout cas en psychiatrie. Je dis ça, puis en même temps, on a aussi des nouvelles technologies. En psychiatrie, on a ce qu'on appelle la RTMS, donc la stimulation magnétique transcrânienne. Et ça, on en a chez nous parce que les psychiatres se sont battus et de pair avec la philanthropie, on a réussi à acheter des machines. Là, on a 3 machines qui roulent à temps plein, mais les aimants, à un moment donné, ils sont usés, ils ont besoin d'être remplacés. Et là, on se fait dire par l'administration hospitalière, il n'y a pas d'argent pour remplacer les aimants. Où là, la technologie en RTMS, elle s'améliore. Il y a un aimant particulier qui peut aller donner une stimulation un peu plus profonde pour des troubles comme le trouble obsessif-compulsif. Mais ça, c'est un autre aimant. L'hôpital nous dit, on n'a pas d'argent pour les aimants. Donc, quand Vincent parle de se battre, on se bat à tous les niveaux pour avoir de l'équipement, pour avoir des ressources, pour avoir du personnel, pour que nos patients aient ce qu'ils ont besoin. Et je pense que ce qui mine et ce qui use, c'est de se battre, puis de voir le système qui se détériore. Mm-hmm. Ça ne s'améliore pas. Et l'exemple des aimants que tu viens de me partager, il y en a des centaines dans plein d'autres types de médecine spécialisée. Là. Fait que c'est rien de particulier. Là. On pourrait s'en faire une liste comme ça. Avez-vous l'impression, puis là, je ne veux pas caricaturer, mais avez-vous l'impression des fois que vous vous battez avec des tire-poids? Oui. T'sais, si on m'attrape à un mauvais moment, là, je viens vraiment décourager, puis je me dis, c'est le temps de lancer la serviette. On m'attrape à d'autres moments, puis là, je suis plus dans le vibe de Vincent. Là, je suis plus, OK, on y va, on est capable encore de changer. Puis je pense que c'est cette vibe-là qui fait qu'on est chef de département, qu'on est président d'asso, qu'on prend ces positions de leadership-là parce qu'on croit qu'on peut faire une différence. Mais je ne veux pas mentir, là, il y a des moments où c'est vraiment très décourageant de travailler dans notre réseau. Puis est-ce que votre optimisme et l'optimisme des gens qui vous entourent et qui le partagent est suffisant pour renverser la vapeur? Moi, je pense que oui, parce que quand on a un tire-poids, on ne tire pas fort, mais quand on a 10 000 ou 11 000 tire-poids, ça tire plus fort. Et puis, moi, je suis un bagarreur. Alors, peut-être que c'est ça qui m'a amené à être président de la Fédération des médecins spécialistes, mais je me décourage jamais. Je pense qu'il y a toujours une façon de faire valoir son point, puis je pense que c'est les plus tenaces qui gagnent, et puis je pense que les arguments intelligents finissent par gagner aussi. C'est sûr que c'est difficile, on le sait, c'est un bar ouvert, la médecine, puis on voudrait donner des soins à tout le monde, mais en réalité, je pense que la capacité de donner des services est excédée par la demande qui grandit, alors ça amène à faire des choix. Donc, nous, là-dedans, il faut qu'on apporte notre voix et c'est là que les médecins ont un rôle à jouer parce que le réseau, il faut qu'il soit, disons, orienté vers les besoins des patients. Ça ne peut pas être en haut les politiciens qui décident qu'est-ce qui est bon pour le patient parce que c'est les soignants à la base qui connaissent les besoins des médecins, des patients. Donc, les besoins médicaux du terrain, c'est les soignants qui doivent les monter pour que les politiciens, après, orientent leur politique. Puis c'est pour ça que je pense que les médecins, comme les autres soignants, doivent demeurer impliqués. Ça, c'est un gros challenge qu'on a. Mais ça veut dire qu'il y a des pistes de solutions, puis il ne faut pas baisser les bras. Puis encore une fois, je pense que si tout le monde parle d'une même voix, il y a moyen d'améliorer ce réseau-là qui n'a pas assez de capacité, mais avec les moyens qu'on a, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Avec l'augmentation, avec les technologies qui s'améliorent maintenant, j'ai l'impression à un rythme assez fougueux avec l'intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'on est dans une swing technologique. Avez-vous l'impression que même de militer nos besoins pour rester
au top de la game vont toujours être de plus en plus pointus, précis et coûteux? Ben, c'est clair qu'il y a, je pense que la médecine, comme tout, coûte de plus en plus cher. Puis à un moment donné, je pense que c'est des choix de société. Puis si le gouvernement nous promet un système universel, il faut qu'il investisse les sous en conséquence. Puis je comprends que ça coûte très cher la santé, mais je veux dire, si on veut un système universel, il y a un prix à ça. Par contre, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a des technologies parfois qui amènent des économies de coûts également. Puis des fois, ce n'est pas des choses très compliquées, c'est une façon différente de faire les choses. Donc, je pense que la lourdeur qu'on vit, la bureaucratie dans les façons de faire, c'est tellement difficile de changer les façons de faire. C'est tellement difficile d'amener de l'innovation. Puis, je vais vous donner un exemple très simple. C'est que moi, je suis dans un domaine très technique. Puis, c'est arrivé plusieurs fois qu'on avait, par exemple, un nouveau cathéter pour dilater des vaisseaux qui était meilleur, qui nous permettait de faire l'intervention plus vite, puis qui coûtait moins cher. Mais on n'était pas capable de le faire rentrer. Parce que c'était nouveau. Parce que c'était nouveau. Puis il fallait que ça passe par des comités de conformité, puis il fallait remplir des formulaires, puis là, ça montait d'un comité à l'autre, puis il fallait que quelqu'un approuve, puis on leur disait, depuis 9 mois qu'on a fait la demande, vous auriez sauvé des centaines de milliers de dollars. Alors, cette espèce d'inertie, d'habitude de dire non au départ, ça fait en sorte que des fois, on se bloque des opportunités, d'économiser non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Puis le temps en médecine, c'est important parce que si on diminue le temps des procédures, bien, ça permet à plus de personnes de bénéficier, donc augmenter l'accès. L'aimant dont je vous parlais tantôt, l'aimant pour le TOC, ça fait en sorte que le patient a besoin de moins de traitement que l'aimant de base. Donc, oui, on investit dans un aimant, mais cet aimant-là fait en sorte que le patient qui est traité pour ça est traité par moins de séances. Donc, la machine est disponible plus longtemps pour d'autres patients. Donc, oui, il y a des choses comme ça qui, tu sais, l'innovation peut aider. Je donne un autre exemple. Dans ma clinique spécialisée, on avait 9 mois d'attente pour nous voir, puis ensuite un autre 6 à 9 mois pour des traitements. Et une partie des choses qu'on a regardé les médecins ensemble. Moi, j'ai une équipe extraordinaire. Là, c'est une des choses qui me retient à la pratique. Là, c'est mon équipe. Puis on a regardé, puis on s'est dit, il y a à peu près le tiers de nos consultations qui n'auraient pas besoin de nous voir. Vincent en parlait, là, des fois, ils se rendent à nous. On a une clinique vraiment spécialisée, la seule au Québec. Et il y a des patients qui arrivent à nous qui n'ont pas vraiment besoin de ça. Donc, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a, au lieu d'avoir des fax que les médecins de famille nous envoient pour avoir une consultation, on demandait de remplir un formulaire en ligne et les 3 premières questions, c'était des questions de redirection. Donc, est-ce que votre patient a besoin de ça? Oui ou non? Si c'est oui, sachez que vous devriez le rediriger directement vers telle chose. Si c'est non, prochaine question. Et on fait ça 3 fois. Ça nous a permis de réduire 25% des consultes viennent plus chez nous. Les gens répondent, puis ça, on peut le voir à cause de l'algorithme. On peut voir qu'il y a tant de personnes qui répondent aux 3 premières questions, puis après ça, ils ne remplissent pas le formulaire. Donc, juste ça, ça nous a amené à réduire notre liste d'attente à 4 à 5 mois. Donc, des fois, il y a des opportunités que l'intelligence artificielle nous amène qui peuvent nous aider à ce que le réseau fonctionne mieux. Avez-vous des fois l'impression que le système se bat contre lui-même? De par son manque de souplesse, là, j'accuse personne, là, mais en tant que gérant d'estrade et que simple citoyen, patient, des fois oui, patient non, tu sais que le manque de souplesse organisationnelle, administrative, fait que des fois, on se court après la queue puis qu'on pourrait avancer, puis pour des... Tu sais, parce que c'est pas tant une histoire d'avoir la grosse machine, mais des fois, juste d'un peu plus d'agilité dans la façon d'amener le soin, ce serait réglé. Mais je pense que plus on centralise les décisions, tu sais, là,
le gouvernement a fait un choix là, de créer un employeur, une entité, puis que tout remonte vers le haut. Je pense qu'on perd beaucoup de souplesse. Hein. On l'a perdu avec la création des 6 et CIUS où on a mis 4-5 hôpitaux ensemble dans un établissement. On a perdu la gestion de proximité. Maintenant, on a un gestionnaire qui gère 4 ou 5 établissements. Maintenant, avec Santé Québec, on a des gestionnaires à Québec qui doivent gérer tout le réseau. Plus la gestion est loin, moins on a cette flexibilité-là, moins on a cette sensibilité-là aux besoins particuliers du milieu qu'on sert. Donc, oui, le réseau se bat contre lui-même. Mm-hmm. Est-ce que ça prendrait plus de gestionnaires qui connaissent la médecine et plus de médecins qui connaissent la gestion? Ouais, c'est assez fascinant de voir parce que dans le cadre de mes fonctions de président, on fait une tournée, donc j'ai visité à peu près une 40aine d'hôpitaux. Et puis, c'est assez fascinant de voir quand on parle avec les PDG des hôpitaux, les directeurs de services professionnels, les médecins, que ces gens-là ont les solutions. Quand ils travaillent ensemble, c'est fantastique, puis la plupart travaillent ensemble. Puis, quand je parle de cette couche-là, c'est versus les décideurs plus hauts, soit Santé Québec, le ministère, le politique. Donc, des fois, je dis un peu à la blague, on éliminerait toute cette couche en haut, puis ça fonctionnerait beaucoup mieux. J'exagère parce que ça prend quand même une certaine coordination, puis je pense qu'il y a des façons de standardiser qui sont bonnes, et puis on peut évidemment, importer des bonnes pratiques d'une place à l'autre, mais en même temps, les milieux sont tellement différents les uns des autres que si on laissait plus de latitude localement aux directions hospitalières avec leurs médecins, je pense que ça fonctionnerait beaucoup mieux parce que les besoins, les clientèles sont différents. Il y a des hôpitaux qui sont un centre hospitalier universitaire très pointu sur un site. Il y a des hôpitaux communautaires. Il y a des régions éloignées. Il y a des régions isolées. Fait que les enjeux sont très, très différents. Donc, on ne peut pas faire une recette qui fonctionne pour tout le monde. Donc, puis c'est là qu'on parle de décentralisation. Si on donnait... Parce que moi, je pense que c'est pas si compliqué que ça de donner des soins. Okay? Ça prend plus de soignants, moins de fonctionnaires, moins de bureaucratie. Alors, si on donnait plus de latitude, plus de budget aux hôpitaux, puis qu'on les laissait gérer un petit peu leur clientèle, puis je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de décision en haut. Les politiciens vont toujours être imputables, mais je pense qu'ils se mêlent beaucoup trop des décisions médicales. Je pense qu'ils devraient être là pour poser des questions, mais je pense qu'ils sont beaucoup trop impliqués dans certaines décisions et je pense que la latitude devrait être donnée davantage aux hôpitaux puis à leur direction locale. Moi, en réponse à la question « qu'est-ce que vous auriez besoin », je pense qu'il y a certaines choses qui sont importantes. On travaille dans des réseaux qui sont désuets. Donc, ça m'arrive une fois ou 2 ou 3 par semaine que le réseau plante. C'est arrivé cette semaine, le réseau plante. J'ai une pleine clinique dans l'après-midi, pas capable d'avoir accès au dossier médical parce que ça a planté. Donc, j'ai un patient qui arrive. Une chance que moi, j'éduque mes patients à se rappeler c'est quoi les médicaments qu'ils avaient puis pourquoi. Donc, je peux au moins me fier aux patients. Donc, la dernière fois, on avait parlé de quoi. Mais donc... des systèmes informatiques qui fonctionnent, qu'on arrête d'avoir des systèmes qui ne se parlent pas, puis un fax qui marche une fois sur 2 et tout ça. Donc, un environnement de travail qui est fonctionnel. Puis, après ça, d'avoir le personnel en conséquence, parce que oui, les avancées technologiques, c'est important, mais la base de la médecine, ça reste la relation humaine. Puis, s'il n'y a pas assez d'humains pour traiter les patients, bien, il n'y en aura pas de traitement. Donc, une infrastructure qui fonctionne, les ressources qui vont avec. Et peut-être, et là, ça va prendre un courage politique que je n'ai pas vu encore. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le réseau. De dire à la population, ça, on va le couvrir, puis ça, malheureusement, ça ne sera pas couvert. Parce qu'en ce moment, le gouvernement fait semblant de couvrir tout, mais en réalité, les patients n'ont pas accès. Donc, oui, théoriquement, la psychothérapie, elle est couverte pour tout le monde, mais en pratique, tu vas attendre 3 ans pour avoir 12 sessions.
Donc, je pense que c'est ça que ça prend pour qu'on puisse faire notre travail correctement. Ça a-tu déjà bien été? Ça a déjà mieux été. Ouais. Vous êtes nostalgique d'une époque où ça allait quand même pas si mal si on se compare à aujourd'hui? Oui, et là, la question, c'est est-ce qu'on nous a enlevé des ressources ou est-ce que la demande a augmenté ou est-ce que les deux sont arrivés en même temps? Je dirais qu'en santé mentale, ça fait longtemps que ça va mal. Ce que je remarque par mon travail à la Fédération, c'est que là, ça va mal dans toutes les spécialités. C'est pour ça que je disais, c'est pas si compliqué que ça, donner des soins. Il faut que tu aies des soignants, il faut que tu aies des outils, il faut que tu aies des ressources, puis peut-être moins de monde qui décide. Parce que ça en prend des gens qui décident. Mais dans des pays qui fonctionnent dans des pays qui fonctionnent bien, il y en a 3 fois moins. Alors, ça veut dire peut-être qu'on en a trop au Québec. Puis c'est là qu'on parle de bureaucratie puis qu'il faut l'alléger. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Puis qu'est-ce qu'on souhaite aux gens qui écoutent ces malades? Puis qu'est-ce qu'on se souhaite collectivement, là, comme le 31 décembre? Là, on se souhaite la santé. Ouais, t'as peu, mais comment? Ben, on souhaite que le gouvernement se réveille et puis, je pense, mette un peu moins de l'avant son agenda politique et fasse plus confiance aux gens qui travaillent dans le réseau. Je pense qu'ils sont partis en guerre là, contre toutes sortes de groupes, contre les syndicats, les méchants syndicats, mais dans le fond, ces gens-là, c'est des partenaires. En réalité, ce qu'ils veulent, c'est que les patients soient bien traités. C'est eux qui les ont, ces patients-là, devant eux. Donc, moi, je souhaiterais que les politiciens fassent un peu plus confiance aux groupes qui soignent les patients. Puis je pense que le réseau s'en porterait mieux. Je souhaite que les patients aient accès en temps utile au traitement dont ils ont besoin. Puis pour ça, je pense qu'il faut que chacun fasse sa part. Il faut qu'il y ait un niveau d'éducation dans la population pour que les gens sachent où aller chercher, où cogner, à quelle porte cogner et quand rester chez eux. Quand on a le droit d'avoir quelques bobos sans que ça soit nécessairement nécessaire d'aller consulter à chaque fois, mais que quand on a besoin de consulter, que la porte est ouverte, qu'il y a un soignant là, puis que le soignant qui est là ait l'équipe autour de lui pour offrir les soins, pas dans 6 mois, dans 9 mois, dans 3 ans, mais en temps utile pour le patient. C'est très touchant de vous entendre. La passion, l'implication, le militantisme et la lucidité avec laquelle vous regardez le système. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup. Je me souhaite pas d'avoir affaire à vous comme patient. Surtout pas elle. Personne ne veut me voir. Moi. En santé mentale. Mais en même temps, si j'ai à vous revoir, ce sera un plaisir parce que j'ai encore plein de questions. On dirait que chaque mot m'amène une nouvelle question. Puis surtout, je pense, une meilleure compréhension des enjeux avec lesquels vous composez à tous les jours. Alors, merci énormément. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci aussi à vous à la maison. C'est malade. Il y a plein d'épisodes et c'est une belle opportunité qu'on a ensemble de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur notre système et ses particularités. Merci d'être là. Puis merci pour votre écoute. À bientôt.